Fragment reçoit Pierre Rouin, multimédaillé européen, mondial et olympique d'aviron. Il nous parle de ce sport si beau et si difficile, dans lequel il s'est à la fois construit un palmarès hors du commun et un mental d'acier. Il évoque son parcours jusqu'au Graal olympique, mais aussi les difficultés qui ont suivi et sa nouvelle vie après le sport de haut niveau. Belle écoute! Bonjour Pierre Rouin, vous avez 31 ans, êtes plusieurs fois champion du monde et d'Europe d'aviron, mais surtout champion olympique en 2016 à Rio avec votre partenaire Jérémy Azou. On y reviendra en détail plus tard, mais d'abord j'aimerais qu'on évoque ce sport particulier. Vous l'avez commencé grâce à votre frère qui le pratiquait, parce que vous en faisiez vous-même à l'école et aussi grâce à la proximité du club de Toul avec la maison familiale. Il fait partie des sports qui se pratiquent seul ou à deux, à 4 ou 8, avec ou sans barreur, etc. Comment fait-on pour se fixer sur tel ou tel bateau et pourquoi avez-vous particulièrement brillé en deux de couple ? Alors déjà c'est une bonne chose, je vois que déjà on est bien renseigné dans le sens où pour une fois c'est pas moi qui ai à expliquer comment je suis venu par ce concours de circonstances à l'aviron, donc c'est une bonne chose. Comment on se spécialise finalement, ce qui est évoqué, les différents titres, c'est à la fois en individuel, en double et en 4 que je les ai obtenus, mais ils ont des saveurs et des valeurs différentes dans le monde de l'aviron, puisque quand on fait aux alentours d'1m80 et surtout qu'on fait moins de 72,5 kg, on appartient à une catégorie particulière en aviron, spécifique au poids léger. Et en fait, ça conditionne les bateaux qu'on va cibler, dans lesquels on va vouloir s'installer, parce que quand on est poids léger en aviron, en tout cas c'était le cas à l'époque en 2016, il n'y avait qu'une seule possibilité, c'était le double poids léger, donc c'était la seule catégorie inscrite au programme des Jeux Olympiques pour l'aviron chez les poids légers. Okay. Donc en fait voilà, tout est parti de ça, dans le sens où quand on est en équipe de France, l'objectif c'est de rentrer dans le double poids léger pour pouvoir participer aux Jeux. On va dire, non, à peu près, en plus, non? Absolument, du coup pour nous c'est l'épreuve reine, et toutes les autres disciplines bénéficient de l'organisation des championnats d'Europe, du monde, de la participation aussi aux coupes du monde, mais sont des disciplines non olympiques qui donc revêtent par nature un intérêt un peu moindre pour les rameurs. Mais voilà, j'ai pu faire mon petit bonhomme de chemin dans toutes ces catégories et donc surtout dans le double. Ok, donc finalement c'était pas forcément votre préféré, mais c'était celle où laquelle il fallait briller quand on était de très très beau niveau et qu'on voulait avoir le plus pas de reconnaissance, mais de visibilité peut-être. Ouais, c'est ça, oui, bien sûr. Et c'est ce qui donne le plus de sens au palmarès, et c'est le Graal. Et donc oui, c'est particulier, c'est un sport qu'on peut pratiquer à la fois en individuel, donc qui devient un sport individuel. Et là, vous l'avez beaucoup pratiqué en équipe, que ce soit à 2 ou 4, surtout à 2. Est-ce que ça change quelque chose sur un bateau quand on est seul ou à 2 ? Ça change tout. En fait, on a tendance à dire qu'à chaque fois qu'on change de type d'embarcation, on change de sport. Parce qu'il y a des manières de propulser l'embarcation qui sont différentes. Il y a des sensations qui sont différentes. Il y a des mécaniques aussi qui s'appliquent qui sont différentes. On va devoir, ou en tout cas pouvoir aussi ramer avec des fréquences beaucoup plus hautes sur certains bateaux. Non, il y a vraiment en fait, l'aviron est un sport de glisse. Et forcément, on va pas faire glisser l'embarcation de la même manière quand on est seul à propulser à peu près 15 kilos que quand on est 4 à propulser 50 kilos. Okay. Donc voilà, c'est des rapports qui font que chaque embarcation est complètement différente. Chacune a son charme. J'ai personnellement toujours essayé de trouver quelle était ma préférée. Et en fait, c'est compliqué. J'en ai pas. Tous ceux que je connais ont une embarcation préférée, mais moi je dirais que peut-être que ça dépend de mon humeur, peut-être que ça dépend de la saison, mais j'adore absolument toutes les catégories d'embarcation. On y reviendra plus tard, mais il y a peut-être aussi la difficulté faut avoir un très bon partenaire pour briller. Alors, vous avez trouvé en Jérémy Azou un partenaire peut-être idéal, parfait, je ne sais pas. Et on y reviendra aussi après, mais plus tard c'était plus compliqué. Donc peut-être qu'il y a aussi ça, c'est quand on est si bon comme vous, peut-être redevenir seul sur un bateau est peut-être une solution, que de trouver une équipe qui doit être complémentaire, qui doit être du même niveau homogène pour briller. C'est peut-être ça aussi qui joue. Ouais, bien sûr, c'est ce qui joue, mais encore une fois, quand on est poids léger, on n'a pas le choix. C'est le double. Donc en fait, on peut pas se dire, j'ai personne avec qui ramer, je retourne en skiff, l'individuel, parce que en fait, si on fait ça, on sera pas au jeu, quoi. On peut peut-être passer tout de suite à la question qui est un peu plus loin. Je me demandais, en quoi est-ce un avantage en aviron ? Ça me paraît un peu contre-intuitif, mais vous allez me dire, c'est d'être lourd ou grand ? Ouais, alors c'est vrai que l'aviron par définition et sur les mécaniques qui nous font aller vite est un sport qui va avantager les grands parce qu'il bénéficie d'une grande amplitude et donc d'un angle de balayage des avirons
qui est plus conséquent, donc ils vont parcourir plus de chemin que nous par leur amplitude naturelle qui nous est supérieure à nous, les petits. Oui. Et donc, petit, vous pouvez dire comment vous mesurez, vous n'êtes pas si petit. Oui, 1m80 certes, mais c'est sûr que voilà, dans le monde des rameurs, c'est très petit, c'est comme les basketteurs. Bon, les basketteurs, c'est encore plus marqué, mais donc cet aspect de la taille et cet aspect du poids qui est intrinsèquement lié, parfois plus ou moins directement à la création de puissance. D'accord. Donc ok. en fait, il faut qu'on soit grand, qu'on ait une grande amplitude, un angle de balayage conséquent et que sur tout cet angle de balayage, qui est en fait notre phase de propulsion, qui va être plus longue que chez les autres, il faut qu'on soit le plus puissant possible. Ouais. Donc plus on est grand, plus on est fort, et plus théoriquement, en tout cas, on a du potentiel pour aller vite en avion. Oui. Après, il y a évidemment, au-delà de tout aspect mécanique, physiologique, physique, la technicité qui va avec. Et c'est vrai que du coup, nous, ce qu'on constate au fil des années, c'est que quand même les poids légers, les meilleurs poids légers se sont rapprochés du niveau des meilleurs poids lourds. Et c'est ce qui a notamment, entre autres, expliqué le fait que les poids légers aujourd'hui, depuis les Jeux de Paris 2024, ne sont plus inscrits au programme des Jeux Il n'y Olympiques. a plus de caractère de taille, enfin de poids, je veux dire, qui rentre en compte dans la... Ok. Absolument. Alors, une question que je voulais en poser depuis longtemps à des sportifs de haut niveau qui font des courses en ligne, on va dire. Vous revenez souvent dans les interviews que vous avez pu donner sur l'aspect stratégique des courses. Et moi, ça m'interroge beaucoup. Qu'est-ce qu'on entend par stratégie dans une course en ligne où vous semblez plus vous battre contre vous-même, votre propre tempo, votre synchronisation, que contre les adversaires? Parce que vous dites, on a un entraîneur, il nous dit, la stratégie c'est ça, vous en aviez au Jeux de Rio, on y reviendra, mais c'est quoi concrètement une stratégie? Quand nous, bêtement, on a l'impression qu'il faut juste pousser le plus fort possible sans... Alors, c'est vrai que finalement, il y a une notion de stratégie qui est un peu particulière en aviron et qui va se différencier de ce que vous allez pouvoir retrouver sur les autres courses comme l'athlétisme par exemple, où finalement vous verrez rarement de records battus sur le 10 km sur piste ou sur le marathon, le semi-marathon lors des Jeux Olympiques, parce qu'il y a souvent des rythmes qui sont installés et donc des stratégies de course qui font que certains accélèrent à certains moments, exactement comme sur le vélo par exemple. Alors en aviron, c'est sûr que c'est un peu différent dans le sens où on est un peu éloignés les uns des autres, on n'est vraiment pas au coude à coude, on est dans des lignes d'eau qui sont relativement larges, donc on voit pas naturellement nos adversaires, et surtout ceux qui sont éloignés, on les voit pour le coup presque pas du tout pendant la course en fonction de leur position. Donc on a tendance à se dire qu'il n'y a pas vraiment de stratégie, que l'idée c'est d'aller le plus vite possible et de rester centré sur les moyens. Ça c'est vrai, donc évidemment l'idée c'est quand même de rester, et c'est ça la stratégie, c'est déjà une forme de stratégie, c'est de rester sur ce qu'on sait faire et d'élaborer une stratégie en fonction de nos capacités physiques et physiologiques qui nous sont propres. Donc ça va être, pour nous, la stratégie, par exemple, au Jeux de Rio en 2016, c'est de s'appuyer sur le point fort de Jérémy, qui est un extraterrestre physiologique et qui est particulièrement fort dans le 3e 500. L'idée, c'est donc d'accélérer dans le 3e 500. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il est fort là-dessus, donc ça c'est une stratégie interne, mais il y a aussi une part de stratégie externe malgré tout, parce que c'est le moment qui est le plus difficile à passer dans la course d'aviron, et où ça fait psychologiquement mal de voir un bateau disparaître de son champ de vision. Donc, tu vois, finalement, ça mêle le côté un peu, on fait une stratégie, juste par rapport à nous, mais qui, du coup, est une stratégie différente pour tous les bateaux parce qu'on est tous différents. Et à côté de ça, il y a quand même un élément de stratégie, donc un peu externe, qui est mêlé au fait qu'on ait une course en ligne parce qu'on va faire mal aux autres quand ils vont voir que nous, on accélère, alors que eux, ils décélèrent. Donc ça, c'est déjà un peu rentré dans le sujet de la stratégie en aviron. Et par contre, il peut y avoir d'autres formes de stratégie qui consistent à prendre de l'avance ou prendre du retard, parce que quoi qu'on en dise, finalement, nos adversaires, quand on va se rendre visible ou non dans leur champ de vision, même si on est concentré à ce qu'on fait, on va quand même susciter une réaction chez eux. Donc, l'idée de se dire, par exemple, pour des bateaux qu'on a connus et qui ont cette qualité parfois d'explosivité, on va partir fort et on va disparaître du champ de vision de tout le monde. C'est vrai que pour les assommer un peu psychologiquement. Même si on est un rameur d'expérience, quand on passe le 1000 mètres la mi-course et qu'on voit toujours pas l'autre bateau, on a tendance peut-être à se poser des questions, à sortir aussi un petit peu de ce qu'on sait faire, à tourner la tête, à avoir une posture, une réaction qu'on n'aurait pas pu avoir. Je dis pas que ça a cet effet-là sur tous les rameurs, il y en a qui arrivent à garder la tête froide, mais voilà, donc ça c'est un élément de réponse. Et puis il peut y avoir aussi à un moment donné une stratégie qui s'affine avec le contact, ce que nous on appelle le bord à bord. Donc quand on est une ligne d'eau l'une à côté de l'autre, ou parfois quand il n'y a qu'une ligne d'eau d'écart, qu'on est encore relativement proche, et que surtout
on est au même niveau, donc neck and neck, vraiment le bord à bord, ce qu'on appelle le boule à boule. Évidemment, la stratégie, elle va évoluer dans l'instant, et là, on va vraiment se retrouver sur un schéma plus de coude à coude. Donc, vous discutez avec Jérémy, par exemple, vous avez la capacité de parler, de dire, allez, on en met plus, on en met moins, on adapte. Alors, discuter, le mot est un peu fort. Oui. Communiquer, disons peut-être. Ouais, voilà, on a une forme de communication. Ce qui est intéressant en aviron, c'est qu'on a le souffle complètement pris, hein, on utilise près de la totalité des muscles du corps, et il faut qu'on les alimente en oxygène, donc on n'a pas la place ni de parler ni de discuter. Par contre, on peut sortir certains mots-clés, parfois, certains signaux, et surtout, le mode de communication en aviron, il passe par les intentions. D'accord. Donc en fait, à un moment donné, vu qu'on a une stratégie qui est définie en amont, on sait ce qui va se passer, à quel moment, en tout cas dans le bateau, en fait, moi je suis par exemple à la recherche sur une course avec Jérémy, par exemple, si je devais en refaire une demain, je serais à la recherche de son signal d'intention une fois qu'on aura passé les 1000 premiers mètres, ou aux alentours, peut-être même un tout petit peu avant, d'un Jérémy qui va mettre un peu d'intention dans l'eau, qui va resserrer ses bouillons, qui va étirer ses coups. Ça, vous le sentez, ça. Vous le sentez physiquement, voilà. Vous le voyez visuellement. En fait, je le sens parce qu'il va créer une forme de décalage dans la vitesse d'intervention devant, il va créer une forme de décalage aussi dans la prise d'appui et derrière dans la propulsion. D'accord. Et toute l'idée, pour être un bon coéquipier, c'est qu'il y ait un temps de réaction qui soit le plus réduit possible et que tout de suite, j'ai compris, on y va. Et du coup, on gagne en agressivité, on regagne parfois en longueur. Donc parfois on se passe des consignes juste sur des intentions ou juste sur des aspects techniques. Donc ça peut être le fait que par exemple le chef de nage, celui qui est devant, trouve qu'on rame un peu trop court, sans rien dire, il va se mettre à modifier légèrement son tempo pour aller venir chercher sa longueur et me le faire comprendre. Moi je vais bien voir à un moment donné que je suis plus court que lui, que je tombe dans l'eau avant lui, et donc du coup je vais venir m'adapter au fur et à mesure. Donc on a cette forme de communication technique qui nécessite quand même une forme d'expérience exacerbée. Faut se connaître l'autre. Et on a quand même, du coup, qu'on se le dise, parfois l'occasion de se donner des informations qu'on peut pas se transmettre par la technique. Par exemple, moi, il m'arrivait de donner notre position à Jérémy à des moments de la course. Vous êtes derrière, mais c'est vous qui voyez mieux du coup le déroulement de la course. Vous êtes au plus proche de la ligne d'arrivée, on va dire. C'est ça, quand on est au plus proche de la ligne d'arrivée, donc on soit au 2, au 4 ou au 8, on est celui qui finalement a la vision la plus objective de notre position dans la course. Jérémy, lui, qui est devant, alors c'est en double, mais en 4 et en 8 c'est encore pire. Quand on est bord à bord avec un autre bateau, il a l'impression d'être derrière lui en fait. Il est chef de nage, et quand il regarde sur le côté, il a l'impression que le bateau à côté de lui, s'il est vraiment à côté, en fait il est devant. Donc moi j'ai cette vision aussi, donc du coup, et ce rôle de tour de contrôle, et donc je peux lui donner 2-3 informations stratégiques à des moments bien précis dans la course, du genre juste premier, deuxième, ou alors ça remonte. Mais vraiment des trucs qui à un moment donné s'inscrivent dans mon souffle et n'augmentent en aucun cas ma dette en oxygène, quoi. D'accord. Je voulais vous demander aussi du coup, est-ce que vous pouvez expliquer, est-ce que c'est explicable déjà ce que vous ressentez physiquement lors d'une course? Alors on va dire, vous le dites, vous utilisez tous vos muscles, vous avez dit aussi que vous étiez complètement cuit à la fin d'une course. Je pense que vous vous donnez à 100%, c'est vraiment le cas de le dire dans ce sport. Qu'est-ce qu'on ressent physiquement? Est-ce que ça brûle? Est-ce que ça fait mal? Alors, c'est un élément un peu paradoxal, c'est difficile de répondre dans le sens où mes meilleures courses, celles qui ont été donc réalisées sur un pic de forme et avec ce qu'on appelle le flow ou alors l'état de grâce, c'est des courses qui me laissent un souvenir de facilité déconcertante. Et c'est fou, parce que quand je regarde la dernière course que j'ai faite avec Jérémy en 2017, quand on va reconquérir le titre de champion du monde, j'ai le souvenir d'une course où je n'ai rien vu, où je n'ai rien senti, où c'était d'une facilité incroyable. Et quand je regarde les images, c'est ce que ça transpire. Mais par contre, une fois la ligne d'arrivée passée, on s'effondre tous les deux, on tire une grimace pas possible, on est au bout de nos vies. Mais moi, c'est pas le souvenir que j'en ai. C'est-à-dire qu'en termes de sensations, je me souviens d'avoir vécu une course où on était aux commandes et où on n'a jamais douté et où c'était facile, on était dans notre truc et où on avait une efficience qui était poussée vraiment à son paroxysme. Donc, c'est pour ça que c'est dur de répondre. Et d'un autre côté, évidemment, j'ai joué d'autres courses, souvent quand on est derrière, qui sont plus durs physiquement et où, de manière globale, oui, je peux dire que ça brûle dans l'ensemble des muscles du corps. Ce qui est prépondérant, ce qui va venir en premier, c'est les cuisses. Parce que c'est quand même l'élément propulseur de l'embarcation. On propulse à 70-75% l'embarcation avec les jambes. Donc c'est vraiment ce qui va se mettre à brûler en premier et c'est ce qui va nous lâcher.
aussi en premier. C'est ce qui fait que quand on va revenir ce qu'on appelle sur l'avant pour mettre les pelles dans l'eau et qu'on va avoir plié les jambes, on se sentira de moins en moins en position de force, de moins en moins dans une situation confortable, et surtout donc avec des jambes qui brûlent et sur lesquelles on a l'impression de plus pouvoir s'appuyer au fur et à mesure. En fait, on a l'impression qu'on a les jambes qui sont fendues en deux, quoi. C'est cette impression-là. On a l'impression que c'est des bûches qui se sont fendues, quoi. Donc cette impression-là. Et puis après, évidemment, il y a, en fonction des affinités, on va dire, de chacun, on a des douleurs différentes. Je sais que Jérémy, lui, l'accumulation de lactate, ça lui donnait mal au ventre, ça remontait. Voilà, ce genre de choses. Moi, c'était vraiment plutôt brûlure, jambes, dos, bras, épaules. Voilà, donc c'est ce que ça fait à peu près. En gros, on compare souvent l'effort ressenti avec quelque chose que tout le monde peut comparer, entre guillemets, juste en mettant des baskets. C'est en courant, en général, à peu près le 800 mètres à fond. Hein. C'est vraiment, alors on n'est pas sur la même durée, mais sur le ressenti, c'est vraiment, c'est un sprint prolongé, quoi. Sauf que c'est sur tout le corps. Voilà. Oui. C'est pas que les jambes de 800 mètres, c'est tout le corps entier. Et puis, il y a évidemment tous les aspects techniques à un moment donné. Est-ce qu'on se désunit avec notre coéquipier ? Est-ce qu'on reste soudé ? Si on reste soudé, ça reste toujours plus facile. Par contre, s'il y a des petits décalages qui se créent, on va avoir une lourdeur qui va s'installer dans les appuis, on va prendre pour l'autre, et là, ça peut devenir très très long, ça peut devenir très très dur. Par contre, si les deux sont à bout, sont cuits, mais restent soudés techniquement, dans l'efficience, dans la légèreté, à un moment donné, ça va brûler, mais on pourra jouer plus facilement avec le poker face et puis aller au bout de la course sans s'effondrer. Par contre, voilà, dès qu'on commence à tourner la tête sur le côté, ouvrir la bouche, c'est que souvent il y a des petits décalages qui se sont créés et qu'on n'est pas bien, quoi. Alors, on en parlait, parce qu'on est aussi à la fois dans le physique et dans le poids léger. Chose très étonnante et qui rajoute encore à la difficulté physique, morale, c'est que vous devez faire le poids et pour ça, vous devez être pesé 2 heures avant chaque course et donc ne rien manger ensuite. Comment donner le meilleur de soi-même dans un sport si exigeant physiquement avec cette contrainte supplémentaire ? Alors, oui et non. C'est vrai qu'on a cette particularité en aviron donc d'être pesé 2 heures avant la course, chaque jour de course. Ça veut dire qu'on ne se pèse pas une fois avant le début du championnat et qu'après c'est basta. Donc ça veut dire que tous les jours de course, on doit se présenter, on doit se lever le matin, enfin peu importe, on doit se présenter au moment de l'heure de la pesée, 2 heures avant notre course. Donc c'est des horaires qui peuvent changer, hein. Si on a la course l'après-midi, on se pèse en début d'après-midi, quoi. Donc ça veut dire qu'être au poids à 7h du mat ou à 14h, c'est pas la même. Et d'ailleurs, ça avait été l'un des chevaux de bataille de Jérémy en fin de carrière où finalement, pour des raisons de programme médiatique, les poids légers étaient en plein été programmés à une heure qui était pas forcément la plus indiquée pour des rameurs et des rameuses qui sont sous les 5% de masse grasse, en stress hydrique et qui ont faim et qui s'apprêtent à du coup en plus faire un effort aussi exigeant sur 6 minutes. Bref, c'est un autre sujet. Mais déjà, l'aviron se distingue par rapport en tout cas à toutes les autres disciplines dans lesquelles il y a des pesées, notamment les sports de combat, par cette particularité où il faut qu'on soit au poids tous les jours de course, 2 heures avant la course. Pourquoi je dis non ? C'est parce que on n'est pas interdit de manger après la pesée. En fait, on va se peser, la pesée officielle démarre 2 heures avant la course et se clôture 1 heure avant la course. Ce qui veut juste dire qu'on a 1 heure pour se présenter à la pesée et afficher au moins une fois, ensemble, donc les deux en même temps, le bon poids. C'est un poids cumulé, c'est un peu compliqué, mais c'est un poids cumulé, c'est-à-dire que l'un peut être un peu plus lourd que l'autre tant que le poids cumulé ne dépasse pas le... Ce qu'il faut se retenir, c'est qu'il faut que la moyenne soit en tenue de compétition à 70 kg. En tenue en plus, donc en tenue de compétition, mais ça compte. Non, mais c'est clair. Même une tenue à 250 grammes, ça compte. Et donc, il faut qu'on soit ensemble à 140 kg sur la balance, mais avec un poids individuel limité à un plafond de 72,5. Donc, ce qui induit la compensation possible avec un à 72,5 et l'autre à 67,5. Bon, ça se voit rarement, mais c'est possible. Donc, tout ça pour dire que on a 1 heure pour se peser. Bon, en général, vu qu'on a testé la balance avant et qu'on fait en sorte justement de se peser le plus tôt possible, ça passe. Mais ça veut quand même dire qu'on a l'occasion. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais moi, si je veux me défoncer un buffet de pâtes, après, je peux. C'est ce qu'ont fait les Chinois. Je crois que vous aviez dit que vous les aviez vus manger. Voilà, les Chinois, eux, ont sorti le Tupperware. Ils ont mangé. C'est juste qu'il faut s'assurer de 2 choses. Il faut s'assurer déjà que la digestion, le temps de digestion en fonction des aliments et en fonction de notre propre personne, hein, du temps qu'on vient digérer, est-ce que ça va pas empiéter sur notre performance à un moment donné vu qu'on va quand même se mettre en route bientôt. Et la deuxième chose, c'est est-ce que ça va pas venir nuire à la pesée du lendemain.
oui, c'est vrai. Ce qu'on prend là, mine de rien, si c'est une bombe calorique, c'est-à-dire vous devez en perdre tellement en 6 minutes. On finit par le payer. Et justement, non. Sur 6 minutes de course, même à 300%, ça équivaut pas du tout une séance aérobie d'une heure et demie où on va vraiment taper dans les réserves. Donc, finalement, nous, les jours de course, on fait, entre guillemets, pas grand-chose. C'est dur de maintenir le poids sur une compétition qui dure comme les jeux pendant une semaine, voire plus. Ouais, d'accord. Où finalement, on est ric-rac au niveau du poids et on fait que des courses. Et entre les courses, on fait des entraînements d'entretien aérobie très légers et surtout courts, quoi. Donc voilà, il y a ces deux éléments à considérer. Ok. Alors, vous avez reconnu que vous n'étiez pas forcément le meilleur dans les catégories jeunes au tout début de votre carrière, mais à force de travail, de votre mental d'acier et d'abnégation, vous avez très vite finalement tout remporté jusqu'au Graal olympique. Au-delà de ces forces qu'il vous faut pour l'aviron, qu'est-ce que vous pensez avoir en plus que les autres n'avaient pas ? Qu'est-ce qui vous distinguerait à votre avis ? Vous étiez vraiment, avec Jérémy Azou, vous formiez une paire quasiment imbattable, vous étiez très au-dessus parfois même des autres sur certaines courses. Qu'est-ce qui faisait la différence à votre avis ? Clairement, la détermination. Ouais. Comme tu l'as très bien dit, j'ai eu des périodes compliquées étant jeune, dans le sens où je me suis inscrit dans une discipline où les poids légers n'avaient en France encore pas la place qu'on leur reconnaissait par la suite, même s'il y avait déjà eu des belles générations, et où finalement, dans les catégories jeunes, il n'y a pas de poids légers. Déjà, donc on peut être poids léger qu'à partir de 18 ans, qu'à partir des catégories seniors. Ouais. Donc quand on est jeune, quand on n'est pas grand, qu'on n'est pas particulièrement fort, on est d'une part mis de côté sur tout stage de regroupement ou autre, et d'autre part, on est aussi quand même à un âge où finalement les corps se forment légèrement désavantagés, parce que on n'a pas des années de musculation, on n'a pas des années d'expérience pour compenser notre manque d'amplitude qui elle est naturelle et qui paye, on va dire, très rapidement chez les jeunes. Quand on est jeune et qu'on est grand, ça nous donne un gros avantage, et quand on est moins grand, le fait de pouvoir lutter contre cet avantage qu'on n'a pas là demande du temps, de l'expérience. Il faut que je compense par d'autres choses, mais que j'ai besoin de développer par des années d'entraînement. Donc, ça veut dire que quand tu es jeune, t'es quand même désavantagé par rapport à ça. Et moi, j'ai subi cette forme de discrimination pendant longtemps, dans le sens où j'étais le meilleur de mon groupe au sein du club, mais où finalement, c'est pas moi qui partais en stage, pas forcément. Ou alors, si je partais, c'était parce que uniquement j'avais réussi à être le meilleur individuellement sur tel ou tel championnat, sur telle ou telle compétition, et qu'on était entre guillemets un peu obligé de me prendre. Ouais. Et puis surtout il y a ce discours des entraîneurs, des encadrants ou même des gens de l'extérieur qui considèrent le potentiel de tes potes qui eux font 2 mètres, et puis toi en fait c'est bien, tu fais de l'aviron, mais tu sais qu'un jour ça va s'arrêter quand même. Tu sais, tu fais qu'1m80, tu vois, t'es un nain quoi. Ouais. Et donc du coup tu vois, c'est alimenté au fur et à mesure par ce genre de réflexion, par ce genre de comportement et par cette forme d'inégalité, de discrimination que j'ai trouvé insupportable, et qui ont fait que en fait à un moment donné, et c'est arrivé très vite, j'ai eu ces déclics de me dire mais en fait je vais m'entraîner plus et mieux que les autres, et surtout mais je vais être plus déterminé. Et cette détermination, elle a été forte dès le début, mais surtout, j'ai envie de dire, par ces comportements-là, par ces postures, par ces discours, il y a de l'huile sur le feu qui a été rajoutée en permanence. Et ce, jusqu'à la qualification et jusqu'aux Jeux Olympiques, où finalement, j'ai été nourri jusqu'au plus profond de mon être par cette volonté de montrer à tous mes détracteurs que finalement, qui viennent me chercher quoi. Et j'ai été nourri vraiment par ça. Et donc si je devais trouver quelque chose qui m'a différencié ou qui m'a permis de performer, c'est cette détermination qui a amené une forme de rigueur, j'allais dire extrême dans ce que je pouvais mettre en place à l'entraînement et en dehors. Oui, justement, c'était la question suivante. L'aviron est un sport extrêmement difficile, mais c'est très machinal, très répétitif et pratiqué sur l'eau par tous les temps. C'est quand même tous ceux qui voient les avirons voient qu'ils en font tout le temps, l'hiver, quand il pleut, etc. Comment faites-vous justement pour trouver la motivation de vous entraîner alors que les mêmes gestes sont répétés des millions de fois, et vous en plus avec ce souci que vous venez d'évoquer, c'est d'en faire encore plus que les autres, d'être encore plus déterminé. Comment on fait pour maintenir ce niveau de motivation toujours Je dirais qu'à un moment donné, c'est plus la motivation qui compte, c'est la discipline. On a souvent tendance à mélanger les deux. Il faut pas croire, on n'est pas motivé tous les jours, on prend pas du plaisir tous les jours. Par contre, la motivation qu'on a
sur un projet qui est un projet au long cours, elle doit se diluer, se distiller dans le temps et nous astreindre à une forme de discipline au quotidien. Tu sais, c'est le fameux rappelle-toi ce que tu t'es fixé comme objectif, rappelle-toi où tu veux aller. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas envie. Aujourd'hui, tu es éclaté, tu as des courbatures dans tous les sens, tu es monté à 21 de lactate hier, mais pour autant, il faut que tu remettes le couvert aujourd'hui, que tu y retournes. T'es pas motivé à le faire le jour J. Et il y a plus de jours où t'es pas motivé que des jours où tu l'es. Par contre, tu es discipliné. Parce que la motivation qui est en fond, celle qui a motivé ton projet global, t'astreint donc à cette forme de discipline. Et puis après, il y a autre chose, c'est-à-dire que finalement, on rame pas pour ramer. On fait pas de la muscu pour faire de la muscu. À un moment donné, on se réfugie, on a la chance d'être un sport de sensation, on se réfugie dans nos sensations quand on est sur l'eau. Quand il vente, quand il neige, quand il gèle, quand on casse de la glace avec le bateau, on fait fi de tout ça et on se concentre sur la prise d'eau, la glisse, ce que je dois ressentir, à quel moment en fait on est dans une bulle qui fait que, je dis pas que les conditions sont faciles à appréhender, mais on est dans notre truc en fait. On est des funambules et on est toujours à la recherche de quelque chose, on est toujours à la recherche du coup parfait. Et quand on est en musculation, on n'a pas ces sensations-là, mais on va quand même chercher une forme de sensation via le rythme, mais on a la recherche de plus d'efficacité, de plus d'amplitude, d'une meilleure posture. En fait, si tu veux, il y a toujours en filigrane cette question de répétition d'accords, et c'est vrai que de l'extérieur, on se dit, mais ils sont complètement débiles, les mecs, ils font toujours la même chose. Mais nous, de l'intérieur, chaque coup est différent. Chaque mouvement en musculation est différent. Et à chaque fois, on fait mieux, on fait moins bien, on fait encore moins bien, on fait un peu mieux, on refait moins bien, on fait un peu mieux. Et à chaque fois, on essaie de tâter, on tâte, jusqu'au coup parfait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on prenne l'automatisme qui nous rapprochera de ce qui est en aviron le geste parfait ou le mouvement parfait en musculation. Donc on recherche ça en permanence, et donc c'est ça la forme de motivation ou la discipline à laquelle on s'astreint au quotidien. Et surtout, on a bien compris intrinsèquement au plus profond de nous-mêmes qu'on n'a pas le choix en fait. Si on n'y va pas, il y en a d'autres qui iront à notre place. Et ces autres-là, aujourd'hui, ils vont progresser. Ils vont produire les effets physiques et physiologiques qu'on attend sur notre corps. Et on prend une longueur de retard, en fait. Et est-ce qu'on a envie de ça ? Il y en a oui et il y en a non. Donc vous faisiez partie des gens qui refusaient d'accepter que les gens progressent et pas vous, quoi. Et puis surtout, je refusais de potentiellement, quelques mois après, m'aligner à une course avec des longueurs de retard parce que j'ai loupé du volume, parce que j'ai loupé de la qualité de travail. Et en fait, je refuse juste de me tirer une balle dans le pied, quoi. Et je sais ce qu'il faut faire pour être bon, je connais la recette, donc je l'applique. Très bien. Vous parlez de cet objectif. On va revenir sur l'année 2015, qui, à mon avis, est charnière pour vous, et vous y faisiez un peu référence. À 21 ans, vous devenez champion du monde U23 et champion d'Europe senior en skiff, c'est-à-dire seul sur le bateau, et champion du monde A4. Vous êtes même élu rameur français de l'année. Mais parallèlement à ces grandes réussites, vous n'êtes pas sélectionné sur le bateau olympique de 2 couples légers. Piqué au vif, vous le disiez à l'instant, vous défoncez littéralement pour exploser les temps et l'intégrer juste avant les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pourriez évoquer ce tourbillon d'émotions entre la réussite personnelle et finalement, comme vous le disiez, je pense, c'est une forme de... on vous a mis de côté au bénéfice d'un autre, du partenaire de Jérémy Azou, si je comprends bien sûr. Que vous avez réussi à évincer, si on peut le dire comme ça, c'est peut-être un petit peu dur, mais c'est la réalité, pour intégrer le bateau et devenir champion olympique. Ouais, alors le terme de tourbillon, je pense qu'il est bien désigné, dans le sens où cette année 2015, elle a laissé des traces chez tout le monde. Moi, j'avais déjà vécu une année 2014 compliquée, dans le sens où j'étais pas à la hauteur de mes ambitions personnelles et où j'étais passé à côté de ma performance individuelle au moment des sélections nationales par rapport à l'année d'avant. Donc j'étais très jeune, mais j'avais déjà pris un coup en 2014 qui m'avait vraiment remis sur la selle et qui a fait qu'en 2015 j'étais arrivé plus fort et plus déterminé que jamais, et qui a fait aussi que du coup j'ai prouvé que à ce moment-là, en 2015, donc j'étais la 2e meilleure individualité du groupe poids léger français, qui à ce moment était le meilleur groupe poids léger au monde, faut le savoir. Donc c'était un problème de luxe, entre guillemets, un problème de riche, de savoir qui allait s'installer dans le 2 de couple poids léger. Donc en effet, tourbillon émotionnel et puis en même temps réalité du sport de haut niveau. Je pense que à ce moment-là, il y a eu des choses de très bien faites et des choses d'un peu moins bien faites. Mais surtout sur le plan du ménagement des personnes humaines, ce genre de choses. Mais encore une fois, je reste persuadé que tout nous construit. Donc c'est pas une période que je regrette, bien au contraire. Et notamment pour moi, la saison 2015, la manière dont elle s'est déroulée, la manière dont elle s'est achevée,
en 2015 a participé à construire celui que je suis devenu en 2016 et en 2017, et tout à fait à un moment donné aussi que je mette de mon côté les choses en place pour servir la performance collective du double poids léger. Je dis pas que les choses se seraient pas passées de la même manière si j'avais été intégré dans le double poids léger en 2015. Je pense pas que j'aurais été moins hargneux, mais il y a eu un supplément d'âme avec évidemment la tournure qu'ont pris les choses en 2015. Donc pour revenir dessus très rapidement, en 2015, donc je suis la deuxième meilleure individualité. Les règles de sélection sont claires à l'époque. On associe les deux meilleurs Français, donc c'était Jérémy et moi. Sauf que forcément, on a un double poids léger qui est en place, avec Jérémy et Stan, qui est le double poids léger phare, qui est aussi qui a un statut presque à ce moment-là de favori sur la scène internationale. Ils sont vice-champions du monde à Amsterdam. Tout le monde sait qu'ils auraient dû gagner d'ailleurs cette course. Ils sont recordman d'Europe. Enfin, ils gagnent les coupes du monde, donc ils sont au top, quoi. Donc forcément, d'arriver comme un cheveu sur la soupe, quand t'es dans le staff, tu dis c'est normal. Tu construis une performance collective. Tu dis je vais pas être bête et méchant, je vais pas appliquer la règle, je vais pas mettre celui qui, individuellement parlant, est meilleur au détriment de la performance collective. C'est presque un risque. Bien sûr, c'est un risque. Et puis, je veux dire, à un moment donné, ça dessert l'intérêt général. On est tous d'accord avec ça. Donc... Et eux-mêmes étaient très liés, Stan et Jérémy. Oui, ils le sont toujours. Enfin, bien sûr. Mais nous, en plus, il y avait un côté, on brise un couple. Ouais, bien sûr. Oui, nous, nous, de l'extérieur, on savait tous que c'était les deux meilleurs amis. Voilà, Jérémy est le parrain de du premier enfant de Stan. Donc, voilà. Et donc, du coup, je suis la deuxième meilleure individualité. Donc, je suis juste essayé dans le double. Là où ça se passe entre guillemets un peu moins bien, c'est que les piges entre guillemets, donc un jour Jérémy Stan et un jour Jérémy et moi, le problème c'est pas tant la démarche, au contraire elle est louable et elle est excellente, c'est que dans la démarche on va avoir une capacité d'analyse qui est limitée, dans le sens où il y a plusieurs biais. Le biais c'est que déjà moi j'ai jamais ramé avec Jérémy, mais ça j'ai envie de te dire, c'est pas une excuse, on n'y peut rien et c'est trop tard. Donc on me laisse ma chance, c'est déjà bien. Mais c'est quand même un biais à prendre en considération dans l'analyse. Et à côté de ça, donc on concourt 2 jours différents avec des conditions météorologiques qui sont elles aussi différentes et avec des adversaires qui sont différents et qui produisent une performance différente. Et c'est ça le problème de l'aviron, en fait, du sport d'extérieur que ça représente, c'est que on n'est pas en train de comparer des statistiques, on n'est pas en train de comparer des chronos, on peut pas le faire. Donc on va comparer des sensations et puis on va y aller un peu à la louche. Et ce qui va nous être dit au bout de 2 jours de piges croisées, en gros, pour pas trop se mouiller, et je pense par ailleurs qu'ils sont pas tombés très loin de la vérité, c'est de dire finalement Jérémy Stan et Jérémy Pierre vont aussi vite l'un que l'autre. Donc, on va pas prendre de risques. En gros, on va choisir donc le bateau sur lequel on a une valeur sûre, qui a un historique et qui travaille ensemble depuis longtemps. Donc, c'est un choix qui me démolit à ce moment-là, mais qui est, avec le recul et puis même sur le moment, je le sais, s'entendre, c'est cohérent. Je veux dire, à un moment donné, évidemment. Et puis leur performance à la fin de l'année, ils sont champions du monde. Et vous pensez que Jérémy donnait autant avec vous qu'avec Stan? J'ai aucun doute sur l'impartialité. Non, il aurait pu. Non, pas dans son caractère, mais il aurait. Aborder la question. Non, n'importe qui côtoie Jérémy 5 minutes, sait très bien que c'est un mec qui joue le jeu et puis qui de toute façon a lui-même envie plus que de conserver une quelconque relation, envie d'être champion olympique un jour. C'est son objectif principal. C'est un exemple de rationalité, d'impartialité, de tout ce que tu veux. Donc là-dessus, aucun doute. Mais en effet, c'est un bon élément à souligner. Donc voilà, le choix qui est pris, donc me démolit forcément émotionnellement parce que ça aurait été pareil si ça avait été Stan. Enfin, je veux dire, on réagit humainement. Par contre, le choix est entendable dans le sens où, à la fin de l'année, ils sont quand même champions du monde. Donc c'est ce qui se passe. Donc moi, je suis entre guillemets écarté, mais j'ai la chance de pouvoir conserver ma place dans le groupe, donc je vais les suivre un peu partout. En individuel, eux ils vont faire le double, donc ils vont devenir champions d'Europe, je vais devenir champion d'Europe, ils vont gagner les étapes de Coupe du Monde, je vais gagner les étapes de Coupe du Monde, je vais aussi être entre-temps champion du monde chez les moins de 23, et ensuite, vu que la saison, quand on est en individuel, elle est un peu longue, on me propose d'embarquer avec moi mes copains, ceux qui sont super performants aussi, qui sont derrière moi et à qui on propose rien, pour faire un 4 de couple, donc cette fois ramé à 4 que en individuel, de faire un 4 de couple au lieu de faire encore une énième course en skiff alors que j'avais déjà tout gagné sur les championnats du monde qui en 2015, rappelons-le, sont à la maison. Et parmi les collègues potentiels, j'ai quand même l'un des mecs du bateau qui habite sur le lac d'Aiguebelette. Je veux dire, il y avait quand même une notion, donc il y avait ce mec-là à qui j'avais envie de faire plaisir, il y a un Damien Picras qui a été mon mentor pendant des années sur mes premières années seniors et à qui j'ai aussi envie de rendre l'appareil, donc on nous propose ce projet-là, évidemment qu'on accepte et qui nous permet donc d'être champion du monde en 4 de coupe, donc discipline non olympique, mais voilà, toujours est-il qu'on arrive à la fin de l'année 2015, le double poids léger catégorie olympique est champion du monde et se qualifie pour les Jeux, et le 4 de coupe PL est aussi champion du monde, mais du coup n'est pas qualifié pour les Jeux. Et donc on arrive à la rentrée
rentrée sportive olympique, hein, du coup saison 2015-2026, on est à moins d'un an des Jeux, et puis c'est reparti. Et donc là, on repart sur une saison presque classique, parce que saison olympique, et au vu de comment s'est passé 2015, saison avec des forts enjeux en termes de sélection. Ça, le staff le sait très bien. Et derrière, donc, va découler un processus de sélection quand même légèrement différent de ce qui s'est fait en 2015, parce que cette fois, le choix doit être le bon. Parce qu'on parle des Jeux, puis des championnats du monde, et que surtout 2015 n'est pas 2016. Le temps passe, les individus s'usent, les niveaux sont pas les mêmes, donc voilà, chaque année, de toute façon, il faut construire avec la performance à l'instant T. Donc voilà, un petit peu comment ça se passe au niveau de cette année charnière, j'ai envie de dire, mais qui, moi, m'a juste allongé les dents, en fait. Oui, d'accord, ok. Et donc, finalement, pas de suspense, vous prenez la place de Stan, vous intégrez le bateau olympique avec Jérémy Azou, et vous partez donc. Vous étiez champion du monde en titre. Jérémy et Stan l'étaient, du coup en double. Oui, c'est eux qui étaient champions du monde en titre, mais vous avez quand même favori au Jeux de Rio 2016. Bien sûr, c'est quand même parmi le bateau. On a l'étiquette de favori dans le sens où le double poids léger français est champion du monde, et qu'en plus de ça, il a été changé. Oui. Et il a été changé pas sur blessure, mais pour l'améliorer théoriquement. Sur un motif de sélection sportive qui fait que, en théorie, quand même, le double est meilleur que ce qu'il était avant. Oui. Donc forcément, oui, tu arrives en tant que favori. Alors, avant la course, malgré la préparation et votre concentration, est-ce que vous avez pu profiter un peu de l'ambiance des Jeux, du village olympique, etc. Parce que tout le monde fantasme un peu l'aventure olympique. Est-ce que vous avez, j'imagine que vous parlez des contraintes d'alimentation, d'entraînement, mais est-ce que quand même on peut en profiter? Alors, il y a de quoi fantasmer, oui, c'est sûr que c'est un univers particulier. Après, nous, on n'en profite pas tant avant, mais c'est pas un problème, dans le sens où l'aviron, c'est la première semaine des Jeux. Et ça, c'est génial. Oui, c'est bien. C'est trop bien. Parce que, contrairement à toutes ces autres disciplines, surtout les sports co, qui sont sur les 2 semaines des Jeux, eux, ils voient rien des Jeux. Je veux dire, ils sont dans leur truc, et puis c'est comme ça, hein, c'est normal. Mais voilà, donc nous, on est quand même la première semaine des Jeux, donc ça veut dire qu'on profite pas trop, évidemment, du moment où on arrive jusqu'à nos premières courses et jusqu'à ce qu'on termine. Et on arrive à le faire parce qu'on sait que derrière, par contre, on a la possibilité, on n'est pas obligé de le faire, mais on a la possibilité de rester au village olympique. Chacun rentre quand il veut, tout ça c'est prévu en amont. Et donc du coup, on sait que derrière, on va pouvoir aussi profiter. Donc c'est vrai qu'au début, c'est un peu une torture parce qu'on a toutes les cuisines du monde qui sont présentées à la cantine. Nous, on est au paroxysme de notre régime. Donc on a vraiment, on a les dents qui raillent le parquet, on est assoiffé, affamé, et on voit que ça sent la pizza, ça sent les sushis, ça. Bref, donc forcément un peu mise à l'épreuve. Mais bon, voilà, encore une fois, on sait pourquoi on est là. On n'est pas des touristes, on n'est pas en vacances, loin de là. Et surtout, moi, je suis avec Jérém qui, à un moment donné, encore une fois, est quelqu'un de très rationnel et me fait bien comprendre que tout ça, c'est de la poudre aux yeux, quoi. Et qu'on va faire une course d'aviron, comme on sait le faire. Et que si on fait comme d'habitude, pas d'écart, pas de folie, que ça va bien se passer, quoi. Vous êtes resté combien de temps? Vous avez pu rester jusqu'au bout des Jeux finalement après votre titre? Moi, je suis resté longtemps. Jérém, lui, est reparti en même temps que les remplaçants. Les remplaçants, ils n'ont pas le choix. Ils sautent dans l'avion le lendemain ou le surlendemain de la fin de la compétition. Et lui, il est rentré en même temps. Donc, il est resté peut-être 24-48 heures après notre finale. Et moi, tout le monde m'avait conseillé à l'époque de faire l'inverse, de rester, de profiter de l'ambiance des Jeux. C'était Rio, c'était fou. En plus, oui, c'est Brésil. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en effet, je suis resté jusqu'à la fin des Jeux. Alors, on va reparler de votre course, évidemment. C'était le 12 août. Vous racontez très bien cette journée particulière avec la pesée difficile, la pluie qui en plus retarde le retard, qui retarde le départ, et un énorme stress qui monte. En effet, sur le bateau, quelques minutes avant le starter, vous n'étiez pas habité par la soif de victoire et de consécration, en tout cas vous l'avez raconté dans un podcast très intéressant, mais plutôt par l'envie d'être ailleurs, de ne pas s'infliger tous ces tourments. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce sentiment qui est étonnant chez un sportif de haut niveau qui arrive au moment le plus important de sa vie sportive? Alors c'est marrant parce que le terme de tourment, il est bien choisi, je trouve. Mais en effet, je vais peut-être casser un mythe, puis je me fais porte-parole des sportifs finalistes olympiques, mais vous savez, on a une chose qui est connue de toutes et tous, mais dont les effets sont méconnus et de la plupart des gens parce qu'on ne se retrouve pas forcément dans de telles situations, mais c'est les effets de la pression. En fait, tout le monde sait que la pression existe, tout le monde sait que... où tout le monde pense que la pression nous permet de nous dépasser ou qu'elle nous abat. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle a tendance à altérer fondamentalement notre jugement, à modifier notre lucidité, et elle fait que l'athlète, à un moment donné, en se rapprochant de l'échéance, quand on doit répondre à la seconde S, il y a un truc qui fait que on se demande en effet ce qu'on fait là.
Et en fait, on aimerait se retrouver derrière l'écran. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et ça a commencé assez tôt. C'est-à-dire que déjà la veille, on a nos copains du 400 barreur qui sont médaillés de bronze. Donc eux, c'était une super performance parce que c'est le mieux que de tout ce qu'ils avaient fait ces dernières années. Ils étaient toujours au mieux 3e. Donc ils avaient réussi à concrétiser. Ils avaient mis derrière des très beaux bateaux qu'on voyait peut-être même devant. Donc c'était pour le coup une vraie victoire. Alors que nous, on était là en tant que favoris. Et je me rappelle les avoir vus à la télé. Et je me suis dit, punaise, eux au moins ils ont terminé. Oui. Et je me suis dit, mais moi si on me donne une médaille de bronze, là, tout de suite, maintenant, et qu'on me dit c'est terminé, je la prends. Et vous aviez l'impression, vous pour contre, toute autre médaille que l'or aurait été une contre-performance. En effet. Et c'est parce que du coup, toute autre médaille que l'or aurait été une contre-performance. Et donc du coup, cette pression, elle a commencé à monter en faisant penser à ce genre de choses. On se dit, moi j'ai juste envie que ça s'arrête parce que ça m'étouffe, parce que c'est en train de me paralyser et que en fait, j'ai fait tout ça pour ça, mais au final, je n'ai pas envie d'y aller. Et c'est fou, hein. Mais bref. Et ça, pour moi, c'est les effets de la pression qui touchent tous les sportifs de haut niveau. Par contre, là où il faut être bon, par donc divers outils, ça peut être la préparation, s'habituer à travailler sous la pression, ça peut être aussi des outils de pleine conscience, des outils donc psychologiques, ce genre de choses. L'idée c'est que ça l'emporte pas sur le reste et qu'à un moment donné, on arrive à se reconcentrer sur les moyens à mettre en œuvre, les sensations, les consignes techniques, ce genre de choses, pour aller vite. Et c'est ce qui se passe à un moment donné dans ma tête, et même si ça se met en route qu'au dernier moment, ce qui compte, c'est que pendant la course, ça se passe comme ça. Oui. C'est que Pierre, il répond présent derrière Jérém et il met ce qu'il faut en place pour aller vite comme d'habitude et qu'il n'y a aucune autre pensée parasite qui vient brouiller tout ça. Et par contre, en effet, les heures avant ont été extrêmement longues parce qu'en plus, quand on est favori d'une telle course, on se dit dans notre imaginaire que tous les autres ont les dents qui rayent le parquet. Oui, ils n'ont rien à perdre. Oui. Quand on est favori, à un moment donné, on est celui qui est à abattre et on va se faire attaquer par tous les bateaux à tous les moments de la course. Ils vont presque, sans le vouloir, mais prendre le relais pour à un moment donné nous inquiéter. Un coup c'est les Sudaf, après c'est les Américains, après c'est les Norvégiens, pour finir c'est les Irlandais. Donc c'est compliqué parce que eux, ils n'ont pas ressenti cette pression du favori et surtout quand ils ont placé leur attaque, ils se sont dit on va aller chercher quoi. Oui. Nous on n'avait personne à aller chercher entre guillemets, même si on voulait aller le plus vite possible mais mettre tout le monde derrière. Donc c'est un statut qui est fondamentalement différent. Et en plus de ça, non seulement on était favori, mais en plus forcément, moi je venais de remplacer un mec qui était champion du monde en titre. Ça faisait 2 mois que j'étais dans le bateau. Tu sais, les jeux, ce qui est particulier, c'est que ça prend une dimension médiatique et politique forte, parce que déjà, c'est le président de la République qui annonce le compte des médailles qu'il veut voir à la fin. Alors, ce que je trouve, je suis désolé, mais je trouve juste, c'est quelque chose qui relève pas de sa compétence, et même si c'est des gens qui lui font ses notes, c'est très souvent éloigné de la réalité, et c'est très souvent infondé. Mais bref, toujours est-il que c'est quand même la plus haute autorité étatique qui à un moment donné dit on va faire nous 10 médailles d'or à Rio. Donc il y a une forme de pression qui est différente, et puis une forme de fierté potentielle aussi, parce que encore une fois, c'est pas notre DTN, c'est pas le président de la Fédé, c'est le président de la République à qui on a envie d'aller dire regarde, c'est bon, j'en ai un, tu vois. Donc du coup, il y a aussi cette forme-là qui fait que ça devient un peu aussi un tourbillon médiatique, et tous les médias s'emparent du truc parce que c'était un peu aussi de l'histoire sympa à raconter, quoi. On a un bateau potentiellement médaillé d'or olympique, donc on n'en a pas 36 des athlètes qui pouvaient ramener un titre olympique. On n'a été que 10, en comptant les prévisions. Puis surtout... on a eu 10 médailles d'or olympiques, mais Jérém et moi, on en a ramené qu'une, par exemple. Voilà. Mais du coup, on a été que 10 équipes ou individus à ramener des médailles d'or olympiques. Et donc, finalement, les médias, ils se disent, mais en fait, là, il y a une histoire intéressante à raconter, parce que le mec, il remplace un autre 2 mois avant les Jeux, et je peux dire que, en gros, s'il gagne pas, on va pas le rater, quoi. Donc, je dis pas que c'est leur intention, mais dans les faits, c'est ce qui se serait passé, et ça rajoute une pression de dingue quand t'as 22 piges. Oui, c'était jeune. Tu vois les articles arriver qui disent que t'es censé être champion olympique, qui racontent que t'as pris la place d'un mec qui est champion du monde, et que tu vois les gens qui se disent... sur les réseaux, tu sais ce que c'est, mais soit, il y en a eu très peu, mais qui disent c'est inadmissible, on a changé un mec au dernier moment, et tous ceux qui disent c'est sûr, alors ils vont gagner. Là, tu te dis les gars, vous comprenez pas un peu, je veux dire, chaque année est différente, les concurrents sont différents aussi, bref, tu vois, les Irlandais qui font vice-champion olympique,
l'année d'avant, ils se qualifient, ils prennent la dernière place qualificative au jeu, donc ils sont 12e. Enfin, tu vois, donc chaque année est complètement différente, et c'est aussi à ça qu'on reconnaît un champion, c'est à sa constance. Donc, mais c'est dur de performer dans le temps, et surtout, en fait, tu te retrouves avec un gamin de 22 ans qui va faire une course devant des milliards de téléspectateurs, et surtout avec en France à peu près 60 millions de coachs installés dans son canapé. Et ça c'est dur à vivre quand tu as 22 ans. Oui, j'imagine. Et donc, heureusement, vous dominez assez largement le début de course grâce à votre coéquipier qui donne tout, c'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, mais qui s'écroule sur les derniers hectomètres. Et là, vous tenez presque à vous seul le bateau en fin de course pour gagner au final de quelques centimètres. Vous gagnez de très très peu finalement par rapport à l'avance que vous aviez en début de course en tout cas. Est-ce que vous avez envisagé la défaite pendant la course et quel sentiment vous traverse quand vous comprenez que vous êtes sacré? Alors, petit rectif, le début de course est très tendu. On est tous vraiment en bord à bord sur les 1000 premiers mètres, donc sur vraiment la première moitié de course où on sent que c'est limite, c'était très bizarre, que personne n'avait envie d'y aller, quoi. C'est la première fois que j'en ressentais ça en aviron. J'avais l'impression que tout le monde se regardait un peu, il y en a qui essayaient de prendre de l'avance, mais ils avaient peur de le payer après, donc c'était à la fois agressif et en même temps personne se détachait vraiment, et nous on n'avait jamais fait de course aussi serrée. Au 1000 mètres, tous les bateaux de la même course alignés, j'avais jamais fait, donc c'était extrêmement dense. Par contre, là où Jérémy va nous faire du bien, Jérémy vous met comme prévu, il nous met à l'abri, entre guillemets, parce qu'on est deux, mais c'est lui qui l'impulse, c'est sa force, il est quand même, c'est un peu le point névralgique de l'attaque du 3e 500. Donc il va nous mettre à l'abri. Il va faire un effort qui est incommensurable, et c'est quelqu'un qui va chercher dans ses limites, que j'ai jamais vu ça, qui a une capacité à dépasser ce que son esprit, ce que son corps peut produire. Il a un esprit qui est très fort. Donc bref, du coup, il va réussir à nous mettre quand même confortablement à l'abri sur ce 3e 500, c'est-à-dire qu'on va prendre une longueur d'avance, donc un bateau d'avance sur tout le monde. Est-ce que vous sentez vous-même une sorte de vous soufflez un peu, c'est avec tout le stress que vous avez accumulé le début de la course, que ça vous aide un peu à vous libérer finalement? Alors, c'est l'attaque de Jérémy qui va m'aider à me libérer. Jérémy vous met un peu à l'abri. Parce que jusqu'au 1000, j'ai aussi un peu de mal, entre guillemets, à me mettre dedans. Je vois que tout le monde est là. Je me dis, punaise, il va vraiment falloir qu'on s'emploie pour y aller. En fait, dans ce genre de course, t'as toujours envie de te dire, vas-y, s'il te plaît, lâche. T'as envie de regarder ton collègue et dire, vas-y, viens, s'il te plaît, on respecte la hiérarchie et puis sois cool, quoi. Sauf que, c'est pas le cas. Et donc, du coup, ça va vraiment nous faire du bien, c'est vrai. Sauf que du coup on arrive dans le 3e 500 avec une avance qui est donc somme toute confortable, mais avec un Jérémy qui est éclaté, déjà qu'il l'est d'habitude, qu'il laisse déjà naturellement beaucoup de plumes sur ce genre d'attaque, ce qui est normal à un moment donné. Mais là on a eu un régime un peu particulier, il y a eu des décalages de course, il y a eu une préparation quand même un peu particulière. On arrive en bout d'Olympiade, on est particulièrement usé. Et donc du coup ça se ressent, et dans l'entrée du dernier 500 en effet je sens que c'est en train de pêcher un peu. Après c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est que il va y avoir quelque chose qui fait qu'à un moment donné Jérémy ça reste un maestro, ça reste un chef d'orchestre, et donc c'est pas quelqu'un qui, quand il entre guillemets s'effondre sur le plan physique, emporte tout avec lui, et ça devient pas ce qu'on appelle nous une ancre. Donc c'est quand même quelqu'un qui, et c'est le meilleur chef de nage de ce point de vue-là qu'on puisse imaginer, c'est quelqu'un qui va continuer à te faire ramer. Et donc du coup il continue à faire ramer, mais moi je sens, alors déjà dans les appuis, que ça se durcit un peu, c'est un peu plus dur que ce qu'il faisait dans le 3e 500 parce que ça aurait été trop beau que ça continue comme ça, et surtout je vois que ça remonte, quoi. Je vois que les coéquipiers, les adversaires sont en train de remonter à côté, et que ils sont en train de créer une espèce d'effet de meute, où ils se tirent vers le haut, et où putain à un moment donné ça va nous exploser à la face, et on va pas se retrouver ni premier ni deuxième, mais peut-être 3 ou 4e, quoi. Ça va vite, ce genre de choses, tu vois. Et donc oui, il y a un moment donné où pas j'envisage la défaite, mais où je la vois venir, dans le sens où je me dis là, ok, les bouées sont pas encore rouges, c'est-à-dire qu'il nous reste encore un peu plus de 250 mètres, mais il faut y aller un peu plus tôt que prévu, parce que d'habitude il y a ce qu'on appelle l'enlevage, les 250 derniers mètres, quand les bouées changent de couleur, elles deviennent rouges, c'est le moment où c'est le sprint final, quoi. Donc là tout le monde décroche et puis on part. Là en fait il faut y aller un peu plus tôt, et en même temps je peux pas le faire non plus à 200% parce que j'ai un Jérémy devant qui continue à me faire ramer très long, et qui continue sur sa cadence qui était celle du train, entre guillemets. Donc il n'y a pas une démultiplication, moi, qui me permet de m'exploiter, et donc je me mets à juste devoir pousser très fort dans l'eau, à pousser très fort, et je crois que c'est peut-être la première fois que je ferme les yeux en ramant. Ça m'est jamais arrivé, je suis pas le genre de mec qui ferme les yeux dans l'effort, mais là à un moment donné je sais pas, il y a peut-être une convection de plein d'éléments qui ont fait que j'ai peut-être pas voulu voir, mais juste me persuader que ça allait le faire,
Et je savais qu'il allait pas me lâcher aussi, donc j'ai pu fermer les yeux et me dire, bah, tu sais quoi, ne le regarde pas. Et de toute façon, tu sais très bien le rythme, tu connais, et voilà, à la sensation. Et là, je me suis juste mis à pousser très très fort pour compenser lui sa perte de puissance. Mais en aucun cas, je considère que c'est moi qui ai sauvé la course à ce moment-là. Moi, j'ai été chanceux, opportuniste de ramer avec lui à ce moment-là. J'ai eu l'honneur de faire une finale olympique à ses côtés. Je l'ai concrétisé, on l'a concrétisé. Mais si tu veux, moi, j'ai fait que contenir l'avance que Jérém avait quand même fortement produite de par son initiative. Encore une fois, on est deux dans le bateau, on se lance pas des fleurs et tout, mais il faut être réaliste. Je veux dire, les gens, ils regardent un film, ils retiennent qu'une chose, c'est qu'à la fin, il y en a un qui s'effondre et il y en a un qui pousse des coups très forts et que ça se joue à rien. Donc ils se disent, ben, c'est le mec qui a sauvé le truc. Mais non, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que vraiment, si Jérémy avait pas impulsé ça dans le 3e 500, vu comme les autres ont terminé, ça aurait été très compliqué et moi, j'aurais rien pu faire, quoi. Donc, si tu veux, c'est une complémentarité plutôt de nos actions, de nos qualités respectives aussi, hein, qui nous font. Ça valide votre stratégie de course, finalement. Voilà, qui nous font être plus forts à des moments, à certains moments de la course. Bref, toujours est-il qu'à la fin, en effet, ça se joue à peu. Et je regrette pas que ça se soit joué à très peu parce que, et encore à très peu, on est loin de la photo finish, hein. Il y a quand même, près de 7 dixièmes. Enfin, ça paraît pas grand chose, mais nous, il y a aucun moment où j'ai douté. Enfin, c'était sûr, même à 50 mètres de la ligne, je savais qu'on avait gagné, quoi. Parce que, mais bon, c'est sûr que sur le papier, 7 dixièmes, bah, il y a des écarts plus conséquents que ça. Par contre, je suis content que ça se soit joué à pas beaucoup dans le sens où, putain, c'est une finale olympique. Tout le monde s'en souvient aussi par rapport à ça. Enfin, ça a tenu le public en haleine. Toi, c'est une course différente. C'est pas comme au championnat du monde où il y a beaucoup moins de spectateurs, beaucoup moins de gens qui te regardent et où tu joues sur l'attractivité de ton sport et où tu as envie que tout le monde s'en souvienne. Là, c'est les jeux. Tout le monde est là. C'est une course où tout le monde a retenu son souffle jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, j'ai encore des gens, alors qui étaient sur place à Rio, mais aussi d'autres qui l'ont vu à la télé, ils s'en remettent pas, quoi. Ils me le disent toujours parce que, en fait, ça les a tenus en haleine. Et je dis pas du tout qu'on a fait exprès, hein. Mais voilà, c'est une bonne chose parce que c'est une course qui, du coup, a marqué les esprits plus que si on avait gagné avec. Oui, bien sûr. Avec une petite longueur d'avance ou un peu plus. Donc, tu vois, finalement, l'histoire est pas si mal faite. Ce qui est drôle, c'est que j'ai revu donc votre course en vidéo et le commentateur, je suis peut-être pas spécialiste aviron, mais lui, à mi-course, il dit « Oh bah c'est bon, il faut la ramener la médaille d'or, c'est sûr. » Et lui, il est très persuadé que vous gagnez. Oh, ça remonte un peu, mais alors que vous êtes allé dans le bateau, vous êtes sur l'eau, vous voyez bien que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ils ont l'air de dire « Bon, allez, ils se baladent les deux, là, tranquille, ils vont finir. » Si tu veux, c'est comment dire, il avait pas tort. Il avait pas tort dans le sens où on était les favoris et que même si on se mettait la pression à chaque fois, nous sur le terrain on est sous tension et on se dit que tout est serré. Mais c'est vrai que force est de constater qu'en fait à un moment donné on gagnait tout. Donc quand tu es de l'extérieur et que tu dois commenter ce genre de course, bah tu dis bah c'est bon, les mecs je les connais. Enfin c'est sûr, lui il parle d'un ton un peu tranquille et relax, mais il sait très bien qu'on fait le job sur le terrain et qu'à un moment donné on va rien laisser passer. Donc tu vois, il a pas tort, mais c'est vrai que la situation en réalité était un peu plus tendue que ça, mais pour autant, moi, j'ai jamais douté de la victoire. Ne serait-ce que parce que, pour moi, c'était le service minimum rendu à la Fédé, à l'équipe, si tu veux, qui avait autour de moi, à Jérém, même à Stan, à Alexis, à l'entraîneur, à tous ceux qui avaient cru en moi. C'était la moindre des choses. C'est dur à dire, hein, mais l'exigence minimale, c'était d'être champion olympique. Et en fait, il y a rien, il y a aucun autre scénario qui était possible et envisageable quand j'étais dans le feu de l'action. Parce qu'on m'avait fait confiance, parce que ça avait été, comme tu dis, un tourbouillon émotionnel, et parce que j'avais viré un mec du bateau qui était l'une de mes idoles, enfin que j'ai un poster dans ma chambre. Tu vois, à un moment donné, il faut répondre présent, il faut être à la hauteur de la confiance qu'on t'accorde, de l'événement, de l'engagement de tout le monde au quotidien. Donc, j'ai jamais douté par rapport à ça, du fait que on allait gagner. Je les ai vus arriver, ça s'est joué à peu. Mais dans ma tête, il n'y a eu aucun moment donné, il n'y a eu aucun scénario d'échec. Alors, on parlait des médias tout à l'heure. À cause des obligations médiatiques, vous n'avez pas pu, c'est vous qui l'avez dit, pas savourer pleinement votre triomphe. Alors, je vous imagine bon élève, tout le monde voit que vous êtes un très bon soldat, mais avec le recul, est-ce que vous auriez pas préféré vous y soustraire pour faire la fête et décompresser? Parce que c'est presque frustrant pour des champions olympiques, vous enchaînez les JT, tous à la file. On se dit, s'il y en a un qui n'y va pas parce qu'il a envie juste de boire une bière, il pourrait peut-être, non? Il y a deux choses. Il y a évidemment le côté envie de célébrer, et c'est vrai que même pour moi, j'ai été responsable sur l'organisation des Jeux à Paris 2024. On a travaillé sur les cérémonies protocolaires et on voit tous les enjeux qu'il y a autour de la tournée des médias, de tout ça. Donc, tu vois, c'est aussi faire vivre l'olympisme que d'être exigeant sur le cahier des charges, de
d'allouer un certain temps aux télévisions, de dire ben voilà, les athlètes, on doit les avoir parce que à un moment donné, les gars, vous pouvez pas demander de faire vivre votre sport, d'être attractif pour votre sport si vous refusez d'aller sur les plateaux télé et tout. Donc, mais c'est vrai que ça m'a marqué dans le sens où en fait ça dépend des sports et de ton slot en fait. Ça dépend du moment où tu passes. Et en plus, il y a ça. Parce que nous, on était parfaitement alignés avec tous les JT télé. Ouais. Donc, on a eu cette chance, malgré tout, du coup, de pouvoir passer en direct sur tous les plateaux télé au moment où tout le monde était devant sa télévision. Bien sûr, oui. Alors que si tu remportes ton titre dans la nuit, c'est différent. Tu fais des interviews en différé, c'est moins rythmé, entre guillemets. Mais c'est vrai que derrière, il y a eu ce parcours médiatique qui m'a choqué. Je nous revois, hein. Il y a des gens qui nous suivaient avec des plateaux, avec des petits fours, parce que nous, tout ce qu'on voulait, c'était juste bouffer un truc, tu vois, un truc qui fasse au moins une fois un peu plaisir, quoi. On peut dire que quand vous finissez la course, enfin, vous êtes, quand on voit les images, vous tenez presque pas debout, vous rampez sur le ponton pour vous hisser sur la terre ferme, entre guillemets, tellement vous êtes mort physiquement. Ah oui, ça déjà, c'est une caractéristique propre à Jérém, ça faut le savoir. Et moi, c'est aussi la première fois que je m'allonge sur le ponton, où vraiment, mais parce qu'il y a l'émotion, il y a tout ça. Mais oui, en effet, déjà, on est rabat complet. Et puis surtout, on a faim, quoi. Donc, c'est ça, oui. Nous, c'est la plus grosse délivrance, c'est presque de se dire, waouh, où est-ce que je peux manger un truc, quoi. Et bref, et donc du coup, je me souviens, j'ai ce souvenir, donc on nous servait des petits fours au fur et à mesure, mais il fallait pas trop qu'on en mange. Attention à pas en avoir plein les dents parce qu'on passe sur le. Oui. Donc bon, bref. Du coup, c'est une obligation médiatique. Je m'en suis, entre guillemets, pas plein, mais surpris parce que je m'attendais pas à ça. Tu sais, moi j'ai 22 ans, je fais de l'aviron. Ouais. Je fais de l'aviron. Donc je pensais pas du tout que ça pouvait prendre cette tournure-là, même au jeu. Et donc je m'en suis surpris. Ça nous a pas enlevé la possibilité de fêter, dans le sens où la fête, elle a toujours lieu quand même au Club France le soir. Sûr, oui. Par contre, c'est ce qui a fait qu'on a fini la journée, on était éclatés et qu'on n'est pas resté au Club France. Oui, parce que du coup, t'as enchaîné ta journée, t'as fait ta course, ta finale olympique, avec toute la vague d'émotions que ça suppose. T'as fait les cérémonies protocolaires derrière, conférences de presse déjà hors médias français. Ensuite, t'es tout de suite pris en taxi, tu vas dans le Club France et là, t'enchaînes les médias. Enfin, tu ouvres les yeux, il est 20h, c'est le début de la cérémonie de célébration des médailles le soir. Tu dis ok, on est où ? J'ai un pote qui vient, qui sera champion olympique d'ailleurs à Tokyo, qui me balance 2 whisky coca dans le cornet et qui me dit tu sais quoi grand, vas-y monte sur scène. Un certain Hugo Boucheron. Ah donc vous êtes monté pour recevoir votre médaille avec 2 whisky coca et quasiment rien dans le ventre. Ah ouais, absolument, ouais. Et puis paf, lancer de confetti et donc voilà, ouais, trop cool. Puis je descends. Et puis en fait là, paf, t'as le contre-coup de tout, quoi. T'as tout le monde qui célèbre ta médaille, qui fait la fête autour. Enfin c'était fou. Non, en plus on était le même jour que Teddy Riner. Il y avait du monde au Club France. En fait, j'ai pris la première navette que j'ai pu, qui était la dernière d'ailleurs, qui était possible du Club France au village olympique. Et je suis rentré, j'ai dormi. Donc j'ai pas célébré. Est-ce que c'est à cause de la tournée médiatique ? Je sais pas. Mais dans le cas, je m'en plains pas parce que, encore une fois, on veut donner de la visibilité à notre sport et à notre propre personne aussi dans notre carrière. On veut rendre les proches fiers. Donc je pense qu'il faut, ça fait partie de ça. Il faut assumer. Puis comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, à un moment donné, quand tu deviens champion olympique, tu as aussi un pouvoir d'influence et d'attraction de ton sport. Donc, ça assume derrière d'assumer des responsabilités, y compris médiatiques. Ouais. Vous avez une super belle phrase d'ailleurs. Vous dites, vous avez été champion du monde et d'Europe. Vous dites ça dure 2 ans, mais champion olympique, ça dure pour la vie. Donc, vous êtes champion olympique à vie. Vous êtes Pierre Houin, champion olympique. C'est presque un titre de gloire, un titre de noblesse. Ouais, tellement c'est grand, quoi. Et c'est ce qui m'irrite un peu quand les médias disent l'ancien champion olympique. Non, les gars, ouais, vous avez pas compris. Vous pour la vie. Tous ceux qui ont été champions olympiques sont champions olympiques. C'est le principe. Non, mais c'est vrai que oui. Et puis cette phrase vient pas de moi. C'est quelque chose qui se dit dans le milieu de l'aviron assez régulièrement. C'est que voilà, quand on nous demande c'est quoi la différence entre être champion du monde et être champion olympique, champion du monde, tu remets ton titre en jeu tous les ans, t'es champion du monde pendant 1 an, puis tout le monde l'oublie après. Par contre, champion olympique, même si tu remets ton titre en jeu tous les 4 ans, c'est tellement marquant, c'est tellement important. T'as écrit l'histoire de ton sport, donc t'es champion olympique à vie. Et la Marseillaise, vous en souvenez, c'était, vous l'avez chantée, vous étiez ému, ou c'était, comment on vit ça dans le... Il y a les images, on est tout l'été en train de chialer au moment de la chanter, mais alors moi, j'avoue que je devais pas, je ressemblais pas à grand chose, je savais pas où j'étais. On rappelle les whisky coca précédents. Par contre, il y a un souvenir qui est très marqué, je me souviens très bien que les drapeaux étaient dans l'axe du Corcovado. Donc en fait, on était sur le ponton d'honneur, c'est le même ponton que là où on débarque, et devant cette foule, on tourne la tête à droite,
Déjà, je prends un selfie. J'avais récupéré mon téléphone dans mon jogging cérémonie protocolaire, enfin dans la tenue du cérémonie protocolaire, et je nous prends en photo avec nos concurrents. Je me rappelle le meilleur selfie que j'ai fait de ma vie avec des dizaines de milliers de spectateurs derrière. Enfin, c'était fou. Et puis après, du coup, la cérémonie qui commence, et les drapeaux qui se lèvent, et là, je me dis putain, il y a quand même le drapeau français qui flotte plus haut que les autres avec une Marseillaise. Il y a le Corcovado derrière. Je veux dire, ouais, c'est là que je me suis dit, ok, on a répondu présent. Ouais. Et ça, c'était chouette et c'était une fierté. Et surtout, il y avait beaucoup de Français dans les tribunes. Donc, tu vois, la Marseillaise, elle avait un petit écho, quoi. C'était cool. Alors, vous serez nommé chevalier de la Légion d'honneur le 1er décembre 2016, puis de nouveau champion du monde en 2017, vous l'avez évoqué. Votre coéquipier Jérémy Azou décide alors de prendre sa retraite sportive, usé, avec l'envie de se consacrer à sa famille. Et une période très difficile pour vous commence, puisque vous devez tout reconstruire avec un autre coéquipier. Comment gère-t-on cette situation, cette forme de déclassement, vous qui avez commencé par tout gagner avant de plus galérer pour obtenir des résultats au moins à la hauteur de ce que vous espérez, vous, à titre personnel? Ouais, alors tu vois, si tu veux, on a parlé de la période où j'ai tout remporté, mais où en 2015, il y a quand même eu des déceptions, tout ça, et qui m'a forgé. Et tu vois, cette deuxième partie de carrière, elle m'a aussi beaucoup forgé, sauf que ça a été beaucoup plus douloureux. Donc je la regrette pas. Évidemment, j'aurais aimé que ça se passe différemment sur plein d'autres aspects, et je suis moi-même à remettre en cause sur énormément de choses. Mais c'est un moment qui a fini de me construire, j'ai envie de te dire, et qui m'a permis de savourer ce que j'avais accompli. Tu vois, je me suis rendu compte qu'en fait, gagner une course d'aviron, c'était pas facile, quoi. Ouais. C'était facile parce que j'étais dans le vrai techniquement à l'époque, qu'avec Jérémy, on avait un duo qui à un moment donné collait, quoi. Et je me suis rendu compte que ce qui me paraissait normal avant, tu vois, c'était pas ça, quoi. Vous avez été bien habitué, quoi. Ouais. Vous avez été... Et donc du coup, je suis un peu tombé, je suis tombé de haut. Après, mine de rien, c'est venu plus progressivement que ce qu'on pense, dans le sens où j'ai d'abord ramé avec un autre coéquipier, avec un premier coéquipier, Thomas Barrault, qui lui était médaillé aussi aux Jeux de Rio. Alors à l'époque, il y avait aussi le 400 poids léger. Quand tu étais poids léger, tu pouvais aussi faire du 4 de pointe, mais c'était avec une pelle. C'est encore une autre discipline. Ouais. Mais qui du coup, lui, était médaillé de bronze aux Jeux de Rio. Capacité individuelle aussi très forte, très grosse valeur ergométrique, sur la machine, et puis surtout une expérience. Pour moi, c'était un vieux, tu vois, déjà à ce moment-là, donc tu vois, c'était une autre génération, donc il avait une forte expérience. Et finalement, avec lui, si tu veux, sur notre première sortie internationale, on finit 4e d'une Coupe du Monde où il y avait à peu près tout le monde, et surtout on lâche le podium à 150 mètres de la ligne, donc frustrant. Et en même temps, avec ce qui est arrivé derrière, si j'avais su, je me serais estimé heureux, tu vois. Tout le monde me disait, mais putain, t'as fait 4e, ça va. J'étais deg, tu vois. Du coup, je savais pas trop quoi en penser. Mais quand, si on m'avait dit que 1 ou 2 ans après, j'allais faire avant dernier des championnats d'Europe, je me serais dit, écoutez les gars, 4e, franchement, c'est ouf, quoi, tu vois. Parce que franchement, même aux Jeux de Paris, jamais aucun double poids léger français n'a refait pareil. Tu vois, bref, après, ils ont fait 2-3 médailles en Coupe du Monde, mais bref, tout ça pour te dire qu'on était quand même à une place plus que très honorable. Et c'est qu'après, du coup, ça a été le déclin. Après, ça a été plus compliqué. Et il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer. Et aujourd'hui, moi, je mets très clairement le doigt dessus, et j'en fais partie. Donc j'ai aucun problème avec ça. Et tu vois, je suis de ceux qui considèrent l'échec comme pas vraiment une finalité, sans être bateau entre guillemets, mais je me construis beaucoup plus dans l'échec que dans la réussite, et j'avais déjà tout remporté à ce moment-là, donc je dis pas que j'avais pas la hargne de le refaire, bien au contraire, je suis tombé dans un excès pas très sain entre guillemets, mais si tu veux, moi ça m'a permis après cette période-là de relativiser et de me dire, écoute, t'as quand même remporté tous les titres majeurs qu'il était possible de remporter sur la durée. Donc, t'as aussi été constant, comme je te disais, tu reconnais un champion à sa constance. Donc j'ai compté, je veux dire, c'est des dizaines de courses remportées d'affilée sans jamais aucune défaite. Tu vois, c'est d'avoir connu ça, je me suis dit, bon, ok, je peux prendre un peu de recul sur toute cette amertume qui s'est accumulée au fil des années. Et puis toute cette déception, finalement, c'est plutôt que je me suis déçu. Et donc c'est ce qui m'a quand même aidé à arrêter à un moment donné où je sentais que mon corps disait un peu stop, et ma tête aussi, et c'est ce qui m'a aidé derrière à passer à autre chose, et puis à garder que du positif de ma carrière, parce que sinon si j'avais pas connu ces victoires, ça aurait été plus compliqué à nuancer, si tu veux.
de te dire que tu as toujours été à ce niveau-là, ou alors de te dire que tu as déjà été le meilleur, ça, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Partez sur un palmarès quand même sans équivalent quasiment. Donc, vous manquez la qualification pour les JO de Tokyo 2020 et vous annoncez votre retraite sportive en octobre 2021. Alors, dans la foulée, ouais, parce que c'est vrai que du coup, les Jeux ont eu lieu en 2021. Oui, c'est ça. Donc, on rate la qualif en 2021. Et du coup, c'est la goutte d'eau. Bah, après, moi, je contracte, enfin, c'était précipité, mais la qualif, je m'y aligne même pas, moi, finalement, parce que stage en février 2021, on se réunit au Portugal, Lago Azul, cluster Covid, variant anglais, particulièrement contagieux, enfin de ce qu'ils disaient à l'époque. J'étais le premier détecté, j'ai été le dernier guéri, si je peux dire. Donc moi, ça s'est résumé par plus d'un mois enfermé dans une chambre d'hôtel. À la fin, ils ont dû venir me chercher en voiture de Nancy jusqu'au Portugal, parce que j'étais toujours positif. Donc j'ai passé encore plusieurs jours à la maison, plus d'un mois et demi après, en étant toujours positif, en reprenant toujours pas l'entraînement. J'ai repris l'entraînement, je respirais dans une paille. À ce moment-là, il se sont déroulées les différentes coupes du monde pour savoir qui, du coup, allait composer les doubles. J'ai joué ma chance, j'étais là, mais j'étais pas là, quoi. Enfin, je respirais dans une paille, j'avais aucune capacité pulmonaire. Enfin, j'étais au fond j'étais au ras des pâquerettes, quoi. Donc c'était compliqué et malgré le statut de favori que j'avais à ce moment-là, enfin, j'ai aussi, du coup, moi, naturellement, enfin, je jouais le jeu, je me suis pas accroché dans le sens, c'était normal que, du coup, à un moment donné, qu'il y ait une autre association qui soit tentée sur la qualif, même si sur le papier, elle était potentiellement moins bonne, mais que moi, à un moment donné, je suis pas du tout en pleine possession des moyens, donc je suis aussi moins bon, quoi. Donc bref, du coup, cette association-là ne se qualifie pas pour les Jeux de Tokyo. Je crois que ça se joue pas, enfin, ils passent pas forcément très très loin de la qualif, je crois, à ce moment-là. Bref, donc du coup, la France n'est pas représentée à Tokyo, Et le dauphin irlandais, vice-champion olympique à Rio, remporte les Jeux de Tokyo. Ah ouais, 4 ans après, le même bateau. Non, du coup, il y a un qui a changé. Et 4 ans après, il regagne encore à Paris. Enfin bref. Donc, Ah oui, donc les Irlandais sont forts. Ouais. Alors vous êtes aujourd'hui toujours un excellent rameur, un coureur de fond, mais aussi un conférencier. Et alors, je prends mon élan. Vous êtes membre du comité scientifique et stratégique de l'Université de Lorraine, élu à la commission des athlètes de haut niveau au sein du Comité national olympique et sportif français, et également président de l'Union sportive de tout l'Aviron. Comment s'articule votre quotidien ? Est-ce que vous retrouvez encore des sensations fortes dans ces activités ? Enfin, fortes, je m'entends, mais est-ce que ça vous épanouit autant finalement que de courir après un titre C'est différent. C'est différent, et puis avec l'âge, je suis pas vieux, hein, mais moi je suis à la recherche aussi à un moment donné d'autres challenges sur d'autres terrains, alors certes plus administratifs, plus politiques aussi, mais aujourd'hui c'est plus tout à fait la même chose qui me stimule. Voilà, c'est juste que j'ai passé le cap dans une décennie où j'ai envie de mettre le même investissement qui a été le mien est considérable pendant mes 20-30 ans dans d'autres causes, et des causes qui servent plus l'intérêt général. Alors quand c'est lié avec le sport, c'est bien, mais l'intérêt général de manière justement générale. Donc du coup, non, c'est des tâches qui aujourd'hui, moi, me permettent de m'épanouir sur d'autres champs, dans d'autres domaines, dans d'autres circonstances, qui me permettent aussi de me construire différemment, parce qu'à un moment donné, c'est bien de savoir ramer, mais il faut savoir aussi comment le monde se construit, bouge et évolue autour de nous. Enfin, il faut qu'on trouve notre place dans notre société autrement qu'avec l'étiquette de rameur. Donc ça m'y a beaucoup aidé. Et voilà, donc non, je m'y épanouis. Ce que tu cites là, c'est qu'une partie de ce que je fais. Il y a encore d'autres choses. Hein. Mais voilà, malgré tout, j'ai pris pleinement de plaisir. Si tu veux, à la fin de ma carrière, j'ai été vraiment le coordinateur de toutes les politiques sportives au niveau du Grand Est. Donc, j'étais chargé de mettre autour de la table, en gros, pour résumer, tous les acteurs qui, dans ce qu'on appelle la nouvelle gouvernance du sport, ont un mot à dire dans la territorialisation des politiques publiques sportives. Tous ces acteurs qui soit le financent, soit ont des idées concrètes, soit représentent le mouvement sportif. Donc, c'était hyper passionnant, même si par moments compliqué, mais passionnant parce que j'ai appris aujourd'hui l'organisation d'un service public. J'ai aussi appris justement la notion d'intérêt général, ce qu'apporte le sport à la société, qui l'organise, ce qu'on doit à l'État par rapport à ça, ce qu'on doit aux collectivités, la place du mouvement sportif dans tout ça. Donc ça m'a vraiment permis de m'élever, entre guillemets, et de
de voir autre chose que la simple organisation que moi je pouvais constater en plus juste pour l'aviron du sport de haut niveau en France. Donc passionnant. Et puis après, en 2024, j'ai eu la chance donc de participer pleinement à l'organisation des Jeux de Paris, en étant vraiment le responsable de tous les équipements sportifs sur la base de Vers-sur-Marne pour l'aviron et le para-aviron. Et là, j'ai redécouvert encore un autre univers, donc là moins politique mais plus opérationnel, événementiel, autour duquel gravitent énormément de choses. Et je me suis dit, punaise, mais quand on est rameur, on voit que 5 à 10% des jeux, en fait. Il n'y a que quand on est volontaire, quand on est du staff, qu'on arrive à voir finalement tout ce qui se passe réellement, quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés à mettre en place les choses pour que les athlètes soient dans les bonnes conditions possibles. Donc voilà, ça a été une expérience très intéressante. Et aujourd'hui, ce parcours m'amène avec cette volonté, notamment à préparer un concours pour rejoindre justement les services de l'État et concourir au développement des pratiques et au fait que on puisse garantir une activité physique et sportive au plus grand nombre, dans la sécurité, dans l'épanouissement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de garantir un peu comme une liberté fondamentale, ce qui est reconnu par ailleurs comme un droit fondamental en Italie, le fait d'assurer la liberté de pratiquer une activité physique et sportive au plus grand nombre dans de bonnes conditions, parce que c'est un élément fondamental aussi de notre santé. Donc toi, je suis passé du côté sport de haut niveau, préparation vraiment du sportif, à un point de vue beaucoup plus large. Sport pour tous, sport santé. Entre autres, après, j'ai toujours des affinités avec l'organisation du sport de haut niveau et de très haut niveau, mais j'ai élargi mon spectre et j'ai pris en considération tous les éléments liés à mon sport. Très bien. Quel est votre endroit préféré à Nancy ? Vous qui donc résidez à Nancy, on peut le... Ouais, carrément. Ça, c'est pour le coup, c'est une excellente question et j'ai un peu de mal à répondre parce que l'endroit spécifique, j'en ai pas forcément. Il y a un endroit de cœur évidemment autour des Rives de Meurthe, le pôle France Aviron de Nancy, que vous connaissez par cœur, j'imagine. Que je connais par cœur et que j'associe à certaines personnes, au staff qui m'a accompagné pendant des années, que j'associe à certains moments de réjouissance, mais de tristesse. C'est là où j'ai vécu toutes mes plus grandes et fortes émotions. Donc il y a ce secteur-là. Et puis aujourd'hui, maintenant, je suis quand même très attaché, sans être très original, mais à mon cœur de ville. Je peux passer des heures à passer en vieille ville. Je fais tous mes trajets à pied parce que je sais que j'ai la possibilité de passer par la place Tannes, de passer derrière par la place Carrière, de rejoindre la vieille ville, de repasser par la place Carnot. Donc j'aime bien flâner, en fait, si tu veux, dans tout ce centre de Nancy, qui pour moi constitue vraiment l'hypercentre ou la vieille ville. Et c'est ce que j'aime, c'est une ville empreinte de culture, de beauté, d'impérialisme, vraiment d'un côté vraiment très... propre à Nancy, avec cet art nouveau qui est caractérisé. Et voilà, j'aime y flâner. Donc je dirais que je suis fier de ce cœur de ville et aussi du coup j'ai un petit point de cœur au niveau du pôle France Aviron de Nancy, côté Rives de Meurthe. Bon, mon cœur balance. Ouais. Bon, aussi on prend les deux. Ouais. Et est-ce que vous avez un autre endroit préféré, mais dans le monde, c'est-à-dire pas forcément Nancy, n'importe où ailleurs, qui vous tient particulièrement à cœur? Ouais. Vous avez beaucoup voyagé, mine de rien, pour vos courses. J'ai beaucoup voyagé et j'ai été à chaque fois très sensible aux ambiances et en fonction des différentes destinations, très sensible à, tu sais, ce truc qu'on n'arrive pas à définir, qui fait qu'on arrive à se dire, putain, là je me sens bien, ou là je me sens pas très bien. Rio, par exemple, je me suis pas senti très bien. Ok. C'était un contexte particulier. C'était l'époque des attentats terroristes. La délégation française était prise pour cible. Donc il y avait un contexte d'insécurité. Mais c'est juste pour te donner un exemple que finalement, même sous les tropiques, j'imagine, c'est pas là où je me sentais forcément le mieux. Il y a eu des tas de destinations comme ça. Et finalement, un jour, donc j'ai un bon ami qui s'appelle Xavier Dorfman, qui est champion olympique, lui aussi en 400 barreurs poids léger, donc à l'époque en l'an 2000 à Sydney, qui lui était devenu le directeur en gros de l'équipe d'aviron au Japon. Okay. Et on était en très bon terme, en très bon contact, et on avait convenu en fait qu'un jour j'irais séjourner chez lui pour rencontrer ses équipes et puis faire un peu de tourisme. Et avec l'un de mes meilleurs potes, du coup on s'est rendu au Japon. Et là j'ai pris une claque, mais une claque. Alors j'ai toujours lu des mangas, j'ai toujours adoré la culture japonaise, mais là j'ai pris une claque de bienveillance, de propreté, de salubrité, de tranquillité. et en fait, ouais, du coup, tout ça pour dire que finalement, je me suis jamais autant senti à ma place qu'au plein centre de Tokyo, qui mélange modernité et
en même temps le côté ancestral, qui mélange culture et technologie, qui mélange bienveillance, propreté. Enfin, alors encore une fois, je vois que le côté touriste aussi. Je dis pas que la vie est rose pour les Japonais. Voilà, c'est loin d'être le cas. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu la chance. Xavier nous avait emmené faire l'ascension du mont Fuji de nuit pour voir le lever du soleil. Et enfin, tu vois, typiquement, c'est des endroits où c'est vraiment mon endroit préféré sur Terre. Tu vois, clairement. Ouais. Parfait, très belle réponse. Avec quelle personne rêvée vivante aimeriez-vous boire un verre? Il y a des tas de personnes. Oui, c'est pas facile. Non, mais il y a des tas de personnes avec qui j'aimerais échanger. Par contre, la symbolique de boire un verre et de trinquer, c'est autre chose. Je suis d'accord. Et si je puis me permettre de formuler une première réponse, tu me diras si elle est acceptable. Mais en fait, je te dirais, enfin, tu vas comprendre pourquoi. C'est que c'est une personne qui est vivante, mais qui est pas encore en âge de trinquer. Et si tu veux, si tu me permets cette entorse en termes de temporalité, j'aimerais te dire que la personne avec qui j'aimerais trinquer, c'est mon fils, qui aujourd'hui a 15 mois. Et si tu veux, j'aimerais peut-être avancer dans le temps pour arriver à ce moment-là, ou l'attendre, parce qu'on n'est pas pressé. Mais c'est avec lui que j'aimerais trinquer, à la fois pour la personne qui sera devenue, qu'on aura réussi à le faire devenir, et aussi trinquer à sa réussite dans la vie ou pas, enfin bref, à tout ce qui sera, et trinquer à la vie avec lui, parce que voilà, il me rend ma vie magnifique. Alors pas tous les jours, mais il me rend ma vie globalement magnifique depuis maintenant 15 mois, et si tu veux, punaise, qu'est-ce que j'ai hâte de trinquer avec ou sans alcool. C'est pour ça que je précise toujours boire un verre. J'ai pas dit boire une bière. Ouais. Si c'est la grenadine à 3 ans, c'est accepté. Mais trinquer avec lui et juste de se dire ok, enfin tu vois, t'es heureux, alors je suis heureux, et j'ai là pour le coup enfin véritablement une bonne raison de trinquer. Voilà, je sais pas si c'est la réponse la plus poétique qu'on m'ait faite, elle me va très bien. Bon. D'habitude des gens sortent des célébrités, mais là mais non. Très bien, ok. Est-ce qu'il y a encore une chose à accomplir qui te comblerait ou t'apaiserait? Ouais, c'est mon cheval de bataille. C'est après quoi je cours aujourd'hui. On est toujours en quête de sens. Moi, je cherche toujours à remplacer le sens que j'ai donné au quotidien pendant des années à ma quête olympique, qui l'emporte sur des tas d'enjeux. Enfin, c'est un objectif extrême, suprême. Alors, d'un point de vue sectoriel, évidemment. Mais aujourd'hui, voilà, je cherche toujours à remplacer cette quête qui m'a animé pendant des années. J'y arrive progressivement en m'investissant, encore une fois, dans certaines structures, sur certains mandats, en prenant certains jobs. Mais aujourd'hui, évidemment, je pense qu'il y a encore des tas de choses que j'aimerais faire pour justement me sentir plus léger ou en accord avec moi-même. Il y a des tas de choses que j'aimerais changer. Il y a des tas de choses que pour lesquelles j'aimerais lutter pour conserver aussi. Donc non, il y a beaucoup de choses qui m'apaiseraient. Voilà. Il n'y en a pas une particulièrement? Allez, pourquoi pas, tu vois, pour être pas forcément hyper original, mais moi j'y crois encore. Alors je sais que notre culture est ce qu'elle est, et que la France est belle, et elle est comme elle est, et que je l'aime dans son entièreté. Mais malgré tout, j'aimerais être de ces acteurs qui un jour vont venir clore le débat quant à la question de: la France est-elle une nation sportive? Et si tu veux, la réponse, elle est multidimensionnelle, et surtout, elle est très profonde. Elle n'est pas de se dire juste, oui, regarde, on a tant de médailles, mais regarde, on est tant au classement des médailles, puis on a remporté la Coupe du Monde de foot, et puis, non, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, en tout cas, c'est qu'une très petite partie de la réponse à la question. Et je me suis rendu compte, si tu veux, donc, en bossant au plus proche, notamment des services de l'État et des politiques sportives, et que tout ça, en fait, c'est beaucoup plus large et profond, et donc j'aimerais sincèrement, et c'est peut-être ce que j'ai en filigrane tout au fond de moi, j'aimerais être de ceux qui apporteront une pierre à l'édifice, mais tu sais, pas la pierre qui est en plein milieu du mur et qui fait que le mur peut tenir sans la pierre, quoi, tu vois. J'aimerais apporter une pierre angulaire, quelque chose de symbolique, de concret, d'utile dans la réponse à cette question, et qui, je l'espère, sera positive. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me stimule, si tu veux, beaucoup, et qui alimente beaucoup de mes réflexions journalières et nocturnes. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup Pierre pour toutes tes réponses. Merci à toi. À bientôt. Ouais, au revoir. À bientôt, c'était un plaisir. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous à Fragment pour suivre les prochains, et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me proposer des questions pour de futurs invités. À bientôt.